Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Les 10 et 17 juin prochains, la France vote, elle élit ses députés. Et parmi ces possibles députés, nous avons parmi nous Nathalie Fanfan, candidate aux législatives dans la 15e circonscription de Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis. Vous allez défendre les couleurs de l'UMP. Exact. Est-ce que ce sera une élection locale ou une élection à enjeu national? Évidemment que c'est une élection à enjeu national, mais on s'adresse évidemment aux électeurs de la circonscription. Donc c'est ce qui est un peu curieux dans cette élection. C'est un enjeu national, c'est un mandat national, mais en même temps on est élu par les électeurs d'une circonscription donnée et donc on s'adresse à eux en essayant de rattacher, je dirais, les problèmes de la circonscription aux problématiques nationales, bien entendu. Parce que quand je lisais votre document de campagne, vous insistez énormément sur cela. La gauche à l'Assemblée nationale, enfin là la présidente de la République, elle a la majorité au Sénat, il ne faut pas qu'elle ait la majorité à l'Assemblée nationale non plus. Et c'est normal, il faut quand même qu'il y ait un contre-pouvoir à un moment donné. Vous imaginez si la gauche détient toutes les clés de la France, et à quel moment, je vais dire, les autres partis peuvent s'exprimer si la gauche en 2002, vous aviez la majorité. Est-ce qu'on avait la majorité? Bien sûr qu'on avait la majorité, mais... Le Sénat aussi. Oui, mais ils avaient déjà une partie des villes, une partie des départements, les régions, enfin voilà, on n'avait pas tout quand même, on leur laisse quand même de quoi s'exprimer, on est gentils nous. D'accord, donc vous avez vu le gouvernement qui a été constitué, très paritaire, oui. Le même nombre d'hommes que de femmes, oui. C'est plutôt bon signe, non? Oui. C'est à saluer. Dans l'absolu, oui, c'est bon signe. Maintenant, qu'ont eu ces dames au sein du gouvernement comme... Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est la seule. Porte-parole du gouvernement, Najat Belkacem. Bien sûr, mais c'est pas un ministère régalien, ça, porte-parole du gouvernement. Donc vous estimez que les femmes jouent le second rôle, les seconds rôles dans ce gouvernement? Oui. Les faire valoir, en gros. Oui. Et puis, bon, certains ministères ne sont pas... Les contours ne sont pas encore très, très bien dessinés, mais je crois que les décrets doivent être publiés aujourd'hui. Donc, je me pencherai avec beaucoup d'attention sur la publication de ces décrets pour voir de quoi ils retournent, par exemple, du ministère de l'Éducation, de la réussite éducative, pardon. Georges-Paul Langevin. Pour ne pas la citer. Et aussi du redressement productif de M. Montebourg, voilà. Qui a eu un petit souci aujourd'hui, je crois. Mais enfin bon, on n'en parle pas. Très bien, oui. Revenons à votre circonscription. Oui. Vous voulez défendre les valeurs à l'Assemblée nationale. Lesquelles valeurs? Le travail, évidemment, ce qui est assez important, je crois, dans une vie, mais aussi la famille. C'est important de vivre dans une famille quand même épanouie, correctement, comment dire, protégée. La sécurité, c'est hyper important pour tout le monde, qu'on soit dans le 20e arrondissement ou dans n'importe quel coin de France. C'est un sujet qui est très, très important. Et puis, d'autres sujets qui sont corollaires de tout cela. Je pense beaucoup à un sujet qui revient souvent, qui est les incivilités au quotidien. Ça pourrit la vie des habitants, pas que du 20e arrondissement, hein, partout en France. Et c'est vrai que c'est un sujet dont il faut... Mais qu'est-ce que vous ferez pour que les gens changent de mentalité d'un seul coup, deviennent plus polis les uns vis-à-vis des autres, se lèvent dans le bus pour céder leur place à une personne plus âgée ou... Là, pour le coup, pour ce genre de comportement, je crois que par exemple, les transports en commun, donc la RATP, SNCF, etc., ont mené des campagnes quand même plus ou moins efficaces en ce sens, mais bon, pour le reste, il y a des sanctions. Hein, je veux dire, vous gênez votre voisin à 3h du matin parce que vous faites une fête, il a beau... D'accord, la fête, il n'y a pas de souci, mais enfin, il a beau essayer de vous dire qu'il travaille tout le lendemain, bon voilà, on peut arriver et puis sanctionner tout de suite une amende, une fois, deux fois, la troisième fois, quand ça commence à vous faire un peu d'argent, vous arrêtez, quoi. D'accord. Voilà, par exemple, mais il y a plein d'autres exemples. D'accord. Et maintenant, vous parliez du travail. Aujourd'hui, ce dont les gens se plaignent, c'est du taux de chômage qui est plutôt très élevé, y compris à Paris.
il est très élevé, c'est vrai. Ça n'est pas pour, pour dédouaner qui que ce soit. C'est vrai que nous avons un taux beaucoup trop élevé en France, mais comparé aux autres pays qui nous entourent, je crois que nous nous en sortons plutôt pas trop mal. Parce que comparé aux 22-23% de l'Espagne, par exemple, je crois que nous 9 et quelques pourcents, 10%. Oui, parce qu'on est passé à 2 chiffres quand même. On est passé à 2 chiffres, c'est vrai, c'est trop. Même si c'était 8%, ce serait quand même encore trop, largement trop. Mais on a passé quand même une période de crise assez exceptionnelle, puisque pendant 5 ans, il y a des crises qui se sont succédées. Et ce n'est pas fini d'ailleurs. Et dans ce genre de contexte, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Vous êtes chef d'entreprise, donc oui. Vous n'êtes pas concerné par la question du chômage. Peut-être que vous pouvez même aider à résorber mais pourquoi le chef d'entreprise n'est pas concerné par la question du chômage? Parce que vous êtes votre propre employeur. Oui, mais si demain ça s'arrête. Et le chef d'entreprise n'a pas droit au chômage, ce qui est encore pire. Oui. Ce qui est encore... Ben oui. Et qu'est-ce que vous feriez à côté d'autres artisans ou simplement entrepreneurs comme vous? Qu'est-ce que vous leur proposez en la matière? Alors, il y a quand même... Puisqu'il faut faire... Il y a une vraie question. Il y a un truc qui revient souvent quand on discute avec les chefs d'entreprise, c'est tout ce qui est administratif. Ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment chronophage, ça coûte cher et si on pouvait déjà simplifier toutes les formalités, on gagnerait beaucoup de temps. Parce qu'un chef d'entreprise passe beaucoup de temps à remplir des formulaires, à faire des demandes, etc., à remplir sa TVA, etc., enfin son formulaire de TVA. Et si on pouvait déjà simplifier tout ça, on gagnerait beaucoup de temps, un temps qu'on passerait à travailler pour essayer de gagner de l'argent, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposeriez dans ce sens-là? Que l'on fasse un formulaire déclaratif? Qu'est-ce qui pourrait aider les chefs d'entreprise, justement? Qu'est-ce que vous pourriez proposer dans ce sens? Alors, il y a déjà, par exemple, une dématérialisation des démarches, hein, puisqu'on peut on peut déclarer son entreprise par Internet, sur le site de l'URSSAF, par exemple, etc., le greffe du tribunal de Paris, etc. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui se font. Par exemple, la déclaration de TVA, ce serait pas mal, par Internet aussi, alors que pour l'instant... Comme pour les impôts. Comme pour les impôts, ce serait pas mal. Mais on gagne du temps, en fait. Vous voyez, quand on n'a pas à envoyer le papier, ne pas oublier de l'envoyer, etc., bon, ben voilà, on gagne du temps pour ça. D'accord. Mais concernant le rôle que votre parti, l'UMP, a joué, on a eu l'impression qu'il y a eu des artifices pour faire chuter les chiffres du chômage, comme par exemple ce statut de l'auto-entrepreneur. Mais le statut de l'auto-entrepreneur, vous rigolez, il y a quand même 1 million de bénéfices, 1 million de personnes qui l'ont adopté. C'est que c'est pas un artifice, c'est quelque chose qui fonctionne, puisque ça a permis à 1 million de personnes de créer leur propre emploi et de pouvoir s'en sortir. Et avec quel statut? Avec quel statut? Quels avantages? Mais quand vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, tant que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charges, par exemple. Ce qui n'est pas le cas des autres entreprises. Vous avez créé votre entreprise, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Il y a un seuil que vous devez verser, que vous ayez fait un chiffre d'affaires ou pas, un seuil minimum que vous devez de toute façon honorer. Quand on est auto-entrepreneur, il est vraiment minime, d'accord? Donc, alors que. Et quand vous avez. Et en plus, la déclaration n'est pas obligatoire. Oui, vous avez des catégories d'emploi qui ne permettaient pas jusqu'alors de créer une entreprise. Je pense notamment aux fonctionnaires qui aujourd'hui peuvent créer une autre activité s'ils ont envie, je sais pas, s'ils ont une passion quelconque et ils ont envie d'en retirer un quelconque bénéfice, ils ont aujourd'hui le droit de le faire. Et je trouve qu'encourager les gens à créer une entreprise, à dynamiser un peu le tissu économique, je trouve que c'est quand même une très bonne décision. D'accord. Et 1 million de personnes, c'est pas un artifice. On aurait dit 20 000, 30 000, bon, ok, 1 million, je pense qu'on peut considérer que c'est quelque chose qui fonctionne. Très bien. On pourrait dire que c'est comme le PACS. C'est l'antichambre du mariage en ce qui concerne le PACS. Est-ce qu'on peut dire que le statut d'auto-entrepreneur, c'est
une antichambre vers la création d'une entreprise plus importante. Oui, parce qu'une fois qu'on a pris, qu'on a vu comment ça fonctionne, etc., on peut avoir envie de grandir. Si on trouve des clients, parce qu'il y a quand même un seuil qu'on ne peut pas dépasser pour les entreprises de services et je sais plus, les autres. Et puis, si on a des clients et qu'on peut essayer de dépasser le seuil de chiffre d'affaires, on peut passer, justement, on peut avoir envie de créer une SA ou une SARL. D'accord. Paris n'est pas une ville Paris était une ville de droite. Là, elle commence à basculer à gauche. Si l'on s'en tient au score du dernier scrutin, qui est le scrutin présidentiel, ça ne vous fait pas peur? Vous n'avez pas peur de rater cette élection? Pourquoi avoir peur? Vu que la ville n'est plus à droite. C'est une élection, rien ne dit que Paris n'est plus à droite, d'accord? Quand on regarde les scores de François Hollande et ceux de Nicolas Sarkozy, on est plutôt tenté de penser que la ville est passée à gauche. Et puis, le maire de Paris, il est à gauche. François Hollande a fait 56% à Paris, tout à fait. Mais je crois que l'élection présidentielle, vu les scores quand même assez serrés au global, je crois que c'est pas une élection, enfin c'est pas un résultat d'adhésion ni à François Hollande ni à son programme. Je crois qu'il y a eu, on peut bien se l'avouer, très certainement un vote sanction vis-à-vis de la personne de Nicolas Sarkozy et non pas vis-à-vis de ni du parti, ni du bilan, ni du programme, puisque juste après les élections, les sondages montraient que plus de 50% des personnes interrogées, des Français, jugeaient le programme de Nicolas Sarkozy tout à fait correct, ainsi que son bilan. Donc c'est pas ça qui a été remis en cause. Donc vous ferez campagne sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Et puis mes propositions aussi. Et puis sur vos propositions, naturellement. Oui. Bien sûr, oui. Bien sûr, nous n'avons absolument pas à rougir du bilan du gouvernement. Pourtant, votre parti, c'est vrai, vous êtes presque l'exception, mais apparemment 70% de vos candidats sont quand même des hommes. C'est pas macho comme attitude dans votre parti? Pourquoi macho? 70% d'hommes. Y aurait-il pas de femmes à l'UMP? Si, il y a des femmes à l'UMP. La preuve. Justement. 30% seulement. 30% seulement, oui. Nous avons fait notre mea culpa, mais on va essayer de faire mieux. Mais on ne peut pas dire qu'à l'UMP, c'est un parti de macho. Parce que, permettez-moi de rappeler quand même que Jean-François Copé a co-signé la loi pour la parité au sein des conseils d'administration des entreprises du CAC 40. C'est pas rien. Pas dire qu'il est anti-féministe comme ça déclaré. Hein, il soutient les femmes. Enfin, moi, je crois que nous avons tout à fait conscience que 30%, ce n'est pas assez. Nous devons encore progresser. Mais premièrement, il faut, pour avoir des femmes candidates. Oui. Voyez, pour être investi, il faut déjà que vous demandiez à être investi. Tout à fait. Sinon, ex nihilo, on ne peut pas déclarer comme ça. Bon, vous qui passez là, venez, on va vous investir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Très bien. Puis ensuite, il faut des personnes compétentes et crédibles. Moi, je considère qu'on ne peut pas investir une femme en politique juste parce qu'elle est une femme. C'est un mauvais argument, c'est contre-productif. Très bien. Nathalie Fanfan, vous êtes candidate. Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous diriez à un candidat dans votre circonscription pour qu'il vote pour vous? Vous avez à peine 20 secondes pour ça. Un électeur, oui. Votez pour moi. Tout simplement. Lisez mon programme et ensuite votez pour moi. Très bien. Espérons que le message est passé et qu'ils voteront pour vous. Nous serons là après le 17 juin pour faire le point sur cette campagne. Avec plaisir. Merci d'être venue, Nathalie Fanfan. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes candidate aux législatives dans la 15e circonscription de Paris. C'est le 20e arrondissement. Exact, le 20e uniquement. Très bien. La plus grosse partie du 20e. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.